Donc maintenant, on va aborder la deuxième technique de résolution qui est en fait la plus intéressante et la plus générale. Parce que la méthode graphique, elle est simple. Elle est simple et elle se base uniquement sur des PL à deux variables de décision. Donc la méthode la plus importante, c'est la méthode de simplex. La méthode de simplex, elle se base sur, et elle est utilisée lorsqu'on a plusieurs variables de décision, deux ou plus. Donc ici, on va commencer par un exemple où il y a trois variables de décision. Donc x1, x2, x3. Et voilà, donc on a un problème de maximisation avec trois variables et deux contraintes fonctionnelles. Donc, voilà, donc la première étape pour appliquer la méthode de simplex, c'est d'écrire ce PL-là, ça c'est un PL, c'est un programme linéaire, sous la forme standard. Ça c'est la forme standard. Qu'est-ce que la forme standard? C'est une forme où les contraintes sont de type égalité. Et pour avoir l'égalité, c'est très simple, on fait appel aux variables d'écart, d'accord? Soit en ajoutant ou en retranchant les variables d'écart qu'on obtient les égalités. Donc dans ce cas-là qui est simple, donc on va ajouter des variables d'écart puisque la contrainte est de type inférieur ou égal. Donc en fait, si la contrainte est de type inférieur ou égal, donc il est évident qu'on ajoute un écart pour avoir l'égalité avec un écart qui est positif, on l'a vu. Par contre, si la contrainte est de type supérieur ou égal, donc je vais retrancher un écart positif, mais après, on doit ajouter une variable artificielle pour avoir l'égalité. Et si la contrainte est de type égalité, j'ajoute une variable artificielle et je laisse l'égalité. Donc, voilà. Donc, nous, on est dans le premier cas où toutes les deux contraintes sont de type inférieur ou égal. Donc, je vais ajouter une variable d'écart. Donc, les variables d'écart n'ont pas un impact sur la fonction objectif. On les a introduites juste pour avoir l'égalité. Et donc, les coefficients des variables d'écart dans la fonction objectif sont toujours nuls. C'est toujours 0 fois E1, 0 fois E2. Donc, c'est toujours un plus 0 fois 1, plus 0 fois E2. Voilà. Donc, j'ai ajouté les variables d'écart, plus E1, plus E2. J'ai mis 0, 0, parce que, bon, en fait, c'est un 0. Mais pour la méthode de simplex, chaque variable doit avoir un coefficient dans la fonction objective. C'est pour cette raison qu'on met 0 fois 1 et 0 fois E2. Donc, j'ai trois variables et deux de décision, c'est les variables principales, et deux variables d'écart positives. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la forme standard. Donc, la méthode de simplex, en fait, démarre avec la forme standard. Donc, cette forme standard, elle est traduite par un premier tableau de simplex, puisque la méthode de simplex, elle se base sur des tableaux, d'accord? Elle se base sur des tableaux, et chaque tableau, en fait, correspond à une solution du programme linéaire. Et la logique, c'est bien sûr d'aller d'une solution à une autre jusqu'à ce qu'on aboutisse à la solution optimale. Donc, voilà, donc la méthode de simplex, elle se base sur des tableaux, appelés des tableaux de simplex, et on va faire le tour de l'ensemble des solutions réalisables pour avoir la solution optimale. Bon. Le point de départ, comme on a dit, c'est la forme standard. L'algorithme, la méthode de simplex démarre toujours avec les valeurs nulles. C'est-à-dire que j'annule les variables de décision qui sont x1, x2, x3 et je tire la valeur des variables d'écart dans la contrainte. Donc si je mets x1 égale à x2 égale à x3 égale à 0, ici on trouve E1 égale à 9. Si je mets x1 égale à x2 égale à x3, E2 égale à 15.
D'accord? Donc toujours c'est l'origine, c'est on annule les valeurs des variables de décision et je tire la valeur des variables d'écart. Il est évident que la valeur de la fonction objectif à ce niveau-là est nulle, z égale à 0, puisque ici c'est 0, ici c'est 0, donc le total égale à 0. Donc ça c'est le point de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle la solution réalisable de base initiale. C'est une solution réalisable, bien sûr, de base et initiale, donc avec laquelle on va commencer. Donc les variables de base, toute solution en fait réalisable de base elle se décompose des variables de base et des variables hors base. Donc les variables de base, comme leur nom l'indique, c'est les variables les plus importantes de base, c'est les variables strictement positives. Et les variables hors base, hors calcul, c'est les variables nulles. Donc ici, les variables de base, c'est toujours des variables strictement positives, et les variables de base, c'est des variables toujours nulles. Donc dans notre cas ici, donc on a deux variables de base qui sont E1 et E2, puisque E1 égale à 9 ou 2 égale à 15, et trois variables hors base, nulles, x1, x2, x3. Donc j'ai la solution initiale. Donc maintenant on va passer au tableau. Le premier tableau de simplex, donc il va se présenter de cette manière-là. Donc je vais mettre ici VB variable de base, je mets les variables de décision principales, on les appelle les variables principales, et puis les variables d'écart à la suite, et ici la quantité, d'accord? La base ici, ça c'est la base. Nous, on a déterminé les variables de base. On a dit c'est E1 et E2. Donc E1, E2. Donc ici, toujours le nombre de variables de base est égal au nombre de contraintes. Ici, j'ai deux contraintes, deux variables de base. Si j'avais trois contraintes, trois variables de base, cinq contraintes, cinq variables de base. Pour chaque contrainte, il y a une variable de base. Donc pour la première contrainte, c'est E1. Pour la deuxième contrainte, c'est E2. D'accord? Donc, E1 égale à 9, E2 égale à 15. D'accord? Voilà. CI, en fait, c'est les coefficients de ces variables-là qui existent dans la base, dans la fonction objectif. On a dit que les coefficients, c'est 0, 0 et 0. Donc E1 a un coefficient 0, E2 a un coefficient 0. Ici, on met les coefficients au-dessus des variables, de ces variables-là, on met les coefficients dans la fonction objectif, ici. Donc j'ai 1, ici c'est le coefficient 1, 9, 1, 0, 0. 1, 9, 1, 0, 0. Ça c'est E2, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc ici, CJ et delta J, je vais mettre ici ZJ et delta J de cette manière-là. Bon, ici maintenant je remplis le tableau très facilement, donc j'ai le vecteur de x1, toujours dans la forme standard, c'est le point de départ. Donc x1, le vecteur de x1 c'est 1 et 3. 1, 3. 1, 3. x2 c'est 2, 2. 2, 2. x3, c'est 1, 2, 1, 2. E1 maintenant, la variable E1, c'est 1, coefficient 1, et ici c'est un 0, bien sûr, puisque E1 n'existe pas, donc c'est 1, 0. Et E2, c'est l'inverse, c'est 0, 1, puisqu'elle n'existe pas dans la première contrainte, et elle existe avec un coefficient 1 dans la deuxième contrainte. Bon. Ici, maintenant, je vais présenter la technique très rapidement, comment on calcule les ZJ, qui est une étape intermédiaire, et les delta J, qui sont les plus importants ici. D'accord? Donc, c'est très simple. ZJ, je fais 1 fois 0 plus 3 fois 0. Je vais obtenir un 0, bien sûr. D'accord? En fait, on va obtenir les 0 ici partout, puisqu'on a deux 0 ici. Mais, juste pour montrer la technique, c'est de cette manière. Donc, 2 fois 0. Plus 2 fois 0. 2 fois 0, 0, plus 2 fois 0, c'est un 0. 1 fois 0, plus 2 fois 0, 0. 1 fois 0, plus 0 fois 0, c'est un 0.
0 fois 0 plus 1 fois 0, c'est 0. Bon, en fait, après le delta J, ce delta J, en fait, c'est CJ moins ZJ. Ça, les CJ moins les ZJ qu'on vient de calculer. D'accord? Donc, je fais 1 moins 0, c'est 1. 9 moins 0, c'est 9. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. Et 0 moins 0, c'est un 0. Voilà. Donc ici, j'ai le premier tableau de simplex, ici. Donc c'est un tableau qui est déduit et qui traduit la forme standard du programme linéaire. Voilà, donc ici, il y a une caractéristique très importante. Donc la caractéristique qu'on va trouver d'une variable de base dans n'importe quel tableau de simplex. La variable de base a toujours, dans n'importe quel tableau, des coefficients 1 et 0. Ici, dans le tableau, une variable de base, c'est toujours 1 et 0. Elle prend 1 dans l'intersection et 0 ailleurs. Je m'explique. Ici, E1, c'est une variable de base. Si c'est une variable de base, E1 avec E1, la ligne et la colonne, l'intersection, on doit trouver 1. 0 ailleurs, c'est-à-dire 0 dans l'autre contrainte, dans l'autre ligne. Ici, on avait plusieurs lignes et ça sera 1, 0, 0, par exemple, d'accord? E2, c'est une variable de base, donc obligatoirement, on doit avoir 1 ici, dans l'intersection entre E2 et 2, 1, 0 ailleurs, dans l'autre ligne, ou dans les autres lignes. Voilà. Et un delta J nul, toujours. E1, c'est une variable de base, on doit avoir un 0 ici. E2, c'est une variable de base, on doit avoir un 0 ici. D'accord? Ça, c'est une règle de base dans les tableaux de simplex. Si on trouve autre chose, c'est faux. Si je trouve moins 1 ou 2 ou une autre valeur, c'est faux. Donc déjà, c'est une méthode... donc on peut vérifier les calculs avec cette caractéristique-là. Voilà. Ça, c'est une première solution. Donc il est évident que cette solution n'est pas optimale parce que, bien sûr, z égale à 0. Voilà comment je lis le tableau de simplex. Ça, c'est la base. Voici la base. La solution, c'est E1 égale 9. E2 égale 15. Je lis ça sur les quantités. Ce sont des variables de base. E1 égale à 9, E2 égale à 15. Ce sont des variables de base. Les autres variables n'existent pas dans la base. Elles ne sont pas dans la base. Donc automatiquement, elles sont nulles. On a dit les variables en base sont nulles. Donc x1 égale à x2 égale à x3 égale à 0. Et donc z égale à 0, on retrouve la solution initiale. En fait, c'est la même chose, juste comment je lis le tableau. D'accord? Donc z égale à 0. Donc ici, on doit passer à un autre tableau, puisque ici c'est nul. Toutes les variables de décision sont nulles. Ici, s'il s'agit d'un problème de production, je ne produis rien, je transporte rien, il n'y a rien, le profit est nul. Donc je dois produire. Il faut que l'une des variables hors base devienne une variable de base pour que z augmente. D'accord? Pour que le profit augmente. Donc je dois passer à un autre tableau. Donc pour passer à un autre tableau, il y a deux règles. Donc la première règle, on détermine toujours, la première étape, c'est la variable entrante. La variable entrante, dans un problème max, comme dans notre cas ici, la variable entrante, c'est la variable qui a le plus grand delta J, strictement positif. Donc, je cherche le plus grand delta J, c'est 9 ici, c'est la variable entrante. D'accord? Pourquoi je prends le plus grand delta J? Parce qu'en fait, le delta J, qu'est-ce qu'il mesure en fait? Le delta J mesure l'impact sur la fonction objectif, l'impact sur Z. Puisqu'on cherche à maximiser Z, donc je dois choisir la variable qui a le plus grand delta J. D'accord? Donc il est évident ici, lorsque je mets delta J de x1 égale à 1, cela veut dire quoi?
ce delta J là, si je l'interprète, cela veut dire que si x1 augmente d'une unité, Z va augmenter d'une unité monétaire. Ça, c'est l'impact. Et ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que maintenant, x1 égale à 0. Si on passe de x1 égale à 0 à x1 égale à 1, le profit va augmenter d'une unité, bien sûr, puisque la fonction objectif, c'est max z 1 fois x1 plus 9x2 plus 1 x3. D'accord? Donc, de la même manière, delta j de x2 égale à 9, c'est-à-dire que si x2 augmente d'une unité, z va augmenter de 9 unités monétaires maintenant. Donc, parce que x2 maintenant, elle est égale à 0, si elle passe de 0 à 1, le profit va augmenter de 9 unités, puisqu'on va faire 9 fois 1. On avait 9x2, 9 fois 0, maintenant on va faire 9 fois 1, donc le profit va augmenter de 9. Voilà, donc delta J de x3 égale à 1, donc c'est-à-dire que si x3 augmente d'une unité, le profit va augmenter d'une unité monétaire. Donc, puisqu'on cherche à maximiser, on va choisir le 9. Donc, x2, c'est la variable entrante. Si x2, c'est la variable entrante, cette colonne-là, on va la tracer, on l'appelle la colonne pivot. C'est une colonne sur... pivot, c'est-à-dire on va faire le pivotage en se basant sur cette colonne-là. Donc, variable entrante. Donc, maintenant, s'il y a une variable qui va entrer, il y a une variable qui va sortir, bien évidemment. Donc, on va déterminer la variable sortante. Donc, deuxième étape. Variable sortante. Donc, la variable sortante, c'est très simple. Le ratio test le plus petit. Donc, ici, je vais ajouter une autre colonne ici à la fin. RT, ratio test. Comment on va déterminer ce ratio test? On va diviser la colonne quantité sur la colonne pivot qu'on a déterminée. Donc, je vais mettre 9 sur 2. C'est le 2 de la colonne pivot. Donc, 9 sur 2, c'est 4,5. Et ici, 15 sur 2, c'est le 2 de la colonne pivot, toujours. 15 sur 2. Et on choisit le ratio test le plus petit. Ici, c'est 7,5, ici, c'est 4,5. Donc, c'est E1. Donc, c'est cette variable qui va sortir. C'est cette ligne-là qui va sortir. Ce qui est la ligne pivot. Voilà. C'est E1 qui va sortir. Et vous voyez qu'on a déterminé une variable entrante et une variable sortante. Donc ça, c'est la ligne pivot. Et ça, c'est une ligne quelconque, disons. D'accord? Donc, on a déterminé, donc, x2, c'est une variable entrante. Et E1, c'est une variable sortante. Voilà, donc on va passer maintenant. Donc, j'ai la ligne pivot, la ligne quelconque. L'intersection entre ligne et colonne, ça donne le 2. Ce 2-là, on l'appelle le nombre pivot. Nombre pivot. NP. Nombre pivot. Nombre pivot, c'est l'intersection entre la ligne et la colonne pivot. Voilà, c'est très simple. Donc, je détermine la variable entrante, plus grande delta J positif. Je détermine la variable sortante en calculant le ratio test. Je divise quantité sur la colonne pivot qu'on a déterminée. Je prends le ratio test le plus petit. Donc, ça sera la ligne pivot, la variable sortante. Donc, j'ai déterminé la variable entrante et la variable sortante. D'accord? Donc, x2 entrante, E1 sortante. Donc, si x2